Bienvenue dans Drapeau Noir et Soleil, le podcast qui revient sur les personnages hauts en couleur et les histoires folles méconnues de notre histoire européenne. Chaque semaine, nous vous lirons un chapitre d'un bouquin qui nous a marqués dans notre parcours militant, suivi d'un débrief avec notre approche légère et sans prise de tête. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le podcast de Drapeau Noir et Soleil. Aujourd'hui, on se retrouve avec Kozak qui va nous lire le chapitre 2. Il est long, hein. Ouais, de la folie d'Annunzio, l'épopée de Fiume. Le chapitre 2 s'appelle Le divin Divo. C'est ça. Donc... Sachant que j'ai dit une connerie, à la fin du dernier épisode, j'ai dit que il divo, ça voulait dire le divin, mais en fait, je me suis gouré, c'est à cause du nom du chapitre. C'est juste, le divo, c'est le masculin de diva. C'est ça. Ça veut dire un peu la star, quoi. Voilà. Donc, ce qui représente parfaitement D'Annunzio. Ouais, parce que là, on va voir dans ce chapitre que c'est un personnage un peu particulier, voire presque un peu ridicule parfois. C'est vrai. Mais en fait, il a une sincérité qui est touchante et c'est ce qui fait qu'à mon avis, les gens l'ont pas directement classé dans la catégorie ridicule, qui se la raconte, bizarre, burlesque. Ils ont pas voulu clasher, mais vous allez voir que parfois ça frise vraiment le ridicule. Ben merci de nous rejoindre et je vais vous laisser avec Kozak et la lecture. Ouais, allez c'est parti. Chapitre 2, le divin divo. Gabriele D'Annunzio est un divo. Il a même inventé un archétype, celui du chauve ténébreux. On peut l'admirer sur les photos officielles dédicacées et distribuées à ses visiteurs à Fiume. Les autres grands militaires de la Première Guerre mondiale se font eux aussi tirer le portrait. Mais c'est un portrait de cour. Les uns, satisfaits, posent en majesté, s'efforçant de scruter la postérité, lorsque le photographe leur a interdit de fixer l'objectif. Leur profil n'est pas offert à l'admiration de leurs compatriotes ou au souvenir de leurs hommes, mais aux livres d'histoire, aux médailles commémoratives et aux salles des écoles de guerre. Les autres, ennuyés, sont engoncés dans leur vareuse boutonnée au col, la poitrine criblée de médailles, l'air bourru et la bâchante tombant sur les lèvres pincées. On les sent irrités de devoir se soumettre aux exigences niaises d'un civil planqué derrière son appareil. Chez tous, le noir et blanc ne fait que rehausser leur gravité. Chez D'Annunzio, il exalte sa personnalité. Leur attitude est hiératique. La sienne est désinvolte. Il est le poète soldat, dans cet ordre. Son but est de séduire avant de commander, d'enjôler et non pas d'enrôler. Avec 30 ans d'avance, ses portraits semblent sortis des studios Harcourt, pris de 3/4 sous leur meilleur profil. Le visage baignant dans un halo clair-obscur sur fond gris-noir. Il joue avec son public pour le charmer. Sur l'une des photos officielles, le visage émacié, il semble vouloir lui confier ses tourments, du chuintement de ses lèvres entr'ouvertes, en détournant son regard teinté d'une mélancolie princière. Sur l'autre, il le provoque, plantant ses yeux griffés de cernes dans les siens. On a l'impression qu'il vient à peine d'achever une nuit de veille et s'approche amusé pour assouvir notre indiscrétion. Assis au pied d'un escalier, on devine qu'il croise ses jambes sur lesquelles il abandonne son bras gauche, tandis que sa main droite est nonchalamment posée sur son flanc. Il s'en est fallu de peu qu'il ne noircisse pas seulement des pages blanches de ses écrits, mais également des écrans de son ombre. Il était déjà âgé de 32 ans lorsque les frères Lumière présentèrent leur invention en 1895. Né quelques années plus tard, il aurait peut-être ajouté à la longue liste des disciplines dans lesquelles il s'est illustré, celle de réalisateur, metteur en scène, scénariste et acteur. Bien que le muet eût frustré son éloquence et privé les spectateurs du meilleur de son art. C'eût été un excellent acteur studio. Peu importe que le jeu soit bon ou mauvais, l'important c'est qu'il soit vrai. Et quand il incarne à Fiume le sauveur de la patrie, chargé de restaurer son honneur et d'assurer sa grandeur, il le croit, et on le croit, malgré sa physionomie d'une banalité qu'il déplore. Un peu plus d'1m60, une constitution frêle, une calvitie précoce, des yeux globuleux, un nez proéminent, un sourire gâté de mauvaises dents noirâtres. À première vue, il n'a pas le physique des rôles auxquels il aspire. Mais il en a la prestance. Il en surjouera principalement 2 au cours de son existence, usant de toute sa maestria pour les interpréter avec les artifices de la posture et de la diction. Avant la guerre, son personnage de référence est le dandy. « Je suis un animal de luxe », professe-t-il. « J'ai besoin du superflu comme de l'air. » Son factorum, Tom Antogini, nous renseigne avec minutie sur les habitudes de celui qui, jusqu'au premier conflit mondial, vécut en parfait snob, refusant que sa peau ne soit souillée d'un parfum qui ne soit pas onéreux et caressée par une étoffe qui ne soit pas des plus raffinées. Il joue avec l'argent, surtout celui dont il ne dispose pas,
respire tant qu'il peut l'odeur des femmes et celle de la haute société. La sienne est celle des précieuses fragrances des plus grandes maisons, Crab Apple, Chypre, Borgia et Aqua Nuntia, qu'il invente en s'inspirant des recettes de la Renaissance. Il privilégiera ensuite l'eau de Coty, dont il consomme en moyenne 1 demi-litre par jour. Il ne connaît qu'une unité de mesure pour tout, l'excès. Pas seulement pour ses maîtresses et ses créanciers, qui se comptent par dizaines et dont l'assiduité le poussera à s'exiler en France. Tom Antogini juge sa garde-robe supérieure à celle du plus grand acteur de théâtre vivant, si on exclut les costumes. Pour le prouver, il en dresse la liste, très certainement en deçà de la réalité. Ses vêtements, réalisés sur mesure chez un grand couturier lombard, entre ceux du matin, de l'après-midi, du soir, de sport, les uniformes de campagne et de gala, sont au minimum une centaine. À cela, il convient d'ajouter au moins 300 chemises de soie de différentes couleurs et autant de blanches. Une cinquantaine de chapeaux, entre les durs et les mous. Au moins 200 paires de chaussures et de bottes. 300 paires de chaussettes, une cinquantaine de robes de chambre et autant de pyjamas. Sans oublier environ 500 cravates. En omettant celle pour le frac. Ce corps, dont l'insignifiance l'accable et les défaillances l'inquiètent, n'est pas uniquement au service de son indomptable volonté. Il répond surtout à son irrépressible volupté. Il convient donc d'en prendre le plus grand soin. S'il en avait le temps, il passerait la journée à se laver, à changer d'habits et de lingerie, à se parfumer. Il n'envisage de corps à corps que charnel, avec une maîtresse. Dans la vie, celui qui remue les foules ne supporte pas leur contact. Durant la guerre, durant l'épopée de Fiume, confie-t-il, mon effort pour tolérer le coude à coude sur un bateau, dans un avion, dans la tranchée, constitue la vraie part de mon héroïsme, sans limite. Et il diminue ma joie dans l'acte mystique du don de moi, de mon défi constant avec la mort. Pendant la guerre, il abandonne aux coulisses les tenues, le raffinement et les airs que certains qualifient d'efféminés. Pour endosser l'uniforme, toujours bien taillé évidemment, les attitudes martiales et les propos rustres. Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Et Gabriele D'Annunzio essaye de poser les siens avec le plus d'aisance possible sur l'échelle permettant à l'intellectuel de descendre au niveau de l'homme de troupe. Comme il a emprunté celle qui a aidé le provincial de Pescara à se hisser au rang de l'homme du monde. Funambule, aussi bien au front que dans les salons, il risque toujours le faux pas en mimant la trivialité d'un bidas ou la morgue du colonel. Un péril souligné par son fidèle Tom Antogini. Une transformation aussi radicale, à 50 ans sonnés, même pour un homme doué d'autant de docilité et d'adaptabilité que D'Annunzio, n'aurait pu s'accomplir sans que l'observateur ne notât pas le contraste et que la soudure ne se fit pas sans fissure. Et tout le monde, à la vue de ce nouvel et artificiel D'Annunzio, ne manqua pas d'éprouver une légère et pénible impression de malaise ressentie en écoutant une fausse note. Mais lorsqu'il entonne des odes nationalistes pour que son pays prenne les armes aux côtés de la France, ou pour maintenir son moral face à l'ennemi, cela sonne juste aux oreilles de ses compatriotes. Héros de l'entrée de l'Italie dans la Première Guerre mondiale, le poète en a été l'un des héros, son personnage principal. Elle tire la vieille gloire de la répétition de ses vieux numéros usés. Le battleur peut enfin renouveler son répertoire dans cette première guerre spectacle, sous les objectifs des appareils photo et des caméras, ou au bout des jumelles des généraux. Il regarde les hommes obéir à leurs ordres, comme des réalisateurs posés dans leurs fauteuils, délivrent leurs indications pour déplacer les figurants sur le plateau d'un film, avant de crier « Action ». C'est devenu le mot d'ordre de Gabriele D'Annunzio, qui exige le premier rôle. Jamais l'expression « théâtre d'opération » n'aura été aussi appropriée que dans son cas. Les autorités lui accordent la possibilité de servir où il le désire. Il fait irruption sur la scène pour la partager quelques instants avec la troupe, mais rejoint dès qu'il le peut ses loges pour y jouir de tout le confort nécessaire. Une des ailes du palais Sia Cittadella Giusti, près de Padoue, que la comtesse met gracieusement à sa disposition, le Palace d'Agnelli à Venise, mais surtout la Casetta Rossa, son quartier général sur le Grand Canal. Il continue à mener sa vie mondaine dans cette petite maison couleur pourpre. Un temps fréquenté avec sa maîtresse, la comédienne Eleonora Duse, Maurice Barrès, qui lui aussi lui a rendu visite, ne peut s'empêcher d'admirer le charmant décor. Il faudrait la science et le lumineux pinceau de Théophile Gautier pour décrire ce palazzo silencieux qu'éclaire le petit jardin et pour inventorier ces pièces minuscules dont les plafonds et les murs, curieusement ouvragés, sont couverts d'objets rares et précieux. Boiseries anciennes,
mobilier Louis XVI, miroir vénitien et gravure de Pietro Longhi. C'est mal connaître le Casanova maquillé en soldat, comme l'appelait l'écrivain autrichien Hugo von Hofmannsthal, qui jouit du repos du guerrier entre deux actions sur le front. Pour ses détracteurs, elles ne sont d'ailleurs qu'un alibi pour pouvoir s'y adonner sans limite. Une guerre d'opérette où les véritables prouesses ne sont pas les sorties aériennes pour la gloriole, mais les nuits de débauche saupoudrées de la cocaïne fort répandue chez les aviateurs. Armé de son brevet de pilote, il survole Trente et Trieste pour y déverser des tracts et multiplie les missions d'observation. Ses fines et délicates mains de cardinal sont d'ailleurs plus faites pour être gantées au volant d'un avion que crispées sur la crosse d'un fusil. Pour ceux qui combattent dans les tranchées, raille le général Caviglia, les actions belliqueuses de Gabriele D'Annunzio ressemblent plus à des parties de campagne. Si les accusations d'exhibitionnisme ne sont jamais totalement infondées, celles de dilettantisme sont en revanche injustes. Il est loin d'être un planqué, et déploie une incroyable énergie physique pour son âge, servant avec courage sur terre, sur les mers et dans les airs, toujours à sa manière. Pour épancher leur soif d'aventure ou de romanesque, les officiers et les soldats qui la haranguent avec délectation et qui écoutent ou lisent ses proclamations avec admiration n'ont plus besoin de se plonger dans ses ouvrages, que beaucoup connaissent sans les avoir ouverts d'ailleurs. Il suffit de lire les articles de presse ou les bulletins militaires qui les relatent comme un feuilleton. L'écrivain combattant comprend l'expression « art de la guerre » au sens propre. Ces faits d'armes ressemblent plus à des happenings artistiques, des performances dont le but n'est pas d'infliger une défaite militaire à l'adversaire, mais de susciter l'admiration. La seule victoire qui importe, plus qu'un soldat, c'est un comédien, ou un ténor, sachant que la tirade déclamée ou l'air chanté avec brio lui permettra de supplanter ses rivaux dans le cœur du public et de demeurer dans les mémoires. C'est chose faite, avec 2 raids qui lui assurent une popularité auprès de ses compatriotes et une notoriété internationale. La beffa, farce ou pied de nez, de Bucari et le vol sur Vienne sont les 2 principaux rôles de sa carrière de commediante comandante. La première se déroule le 10 et 11 février 1918. Une flottille de 3 hors-bord, chargée d'une 30aine d'hommes et armée de torpilles, quitte Venise pour la paix de Bucari près de Fiume. Parmi eux, Gabriele D'Annunzio fend les eaux de l'Adriatique pour aller défier la marine austro-hongroise et prouver son caractère inoffensif. Comme ces 3 embarcations d'ailleurs. Elles échappent certes aux batteries côtières, mais les torpilles qu'elles lancent finissent dans les filets de protection des navires du Kaiser. Aucun dégât ne leur est infligé. Avant de fuir, le poète matelot jette 3 bouteilles à la mer avec ce message. Les marins d'Italie, qui se rient de tous les filets et entraves, et sont toujours prêts à oser l'inosable, sont venus secouer par le fer et par le feu la prudence dans ses refuges les plus sûrs. Et un bon compagnon, bien connu des Autrichiens, l'ennemi le plus irréductible parmi tous leurs ennemis, l'ennimissime, celui de Pola et Cattaro, s'est joint à eux pour montrer qu'il se moque de la prime. Car sa tête est mise à prix par le gouvernement de Vienne. D'Annunzio, précurseur des héros des western spaghetti, la vulgarité, l'hygiène corporelle douteuse et l'immoralité des personnages de Sergio Leone l'auraient révulsé. Mais pas leur pulsion sexuelle assumée dans les saloons peuplés de prostituées, la complexité de leur psychologie, ainsi que la grandiloquence, voire le kitsch de leurs actions. Pour une poignée de dollars, où il était une fois la Révolution, l'aurait certainement inspiré. Sans oublier les chevaux, l'une de ses plus solides passions. Mais c'est dans les airs que D'Annunzio provoque ses ennemis en duel. Le 9 août 1918, à la tête de l'escadrille la Serenissima de 11 biplans, il effectue un raid de 1000 km pour se livrer à un bombardement pacifique en plein jour, bravant la défense anti-aérienne de la capitale de Charles Ier, et y déverse un message commençant par ces mots. « Viennois, apprenez à connaître les Italiens. Nous volons sur Vienne. Nous pourrions vous envoyer des bombes, mais nous vous envoyons notre salut tricolore, les 3 couleurs de la liberté. » Là encore, le gain militaire est nul, mais la renommée est incommensurable. Elle plane bien au-delà des Alpes sur les ailes de la presse étrangère. Du New York Times au Figaro, tous font l'écho du vol sur Vienne, tandis que les journaux autrichiens déplorent que l'Empire n'est pas son D'Annunzio. On se croirait dans la scène d'ouverture du film Senso, de Luchino Visconti, dans une Venise sous occupation autrichienne en 1866. La représentation de l'opéra La Trouvère de Verdi à la Fenice donne lieu à une manifestation patriotique. Des balcons où se masse le public italien pleuvent des manifestes verts, blancs et rouges, alors que les dernières notes du chanteur s'élèvent dans la salle.
Ils virevoltent dans l'air, saturés du bruit des applaudissements et des viva l'Italia, jetés aux officiers de l'empereur François-Joseph, peuplant le parterre. Une femme vise même l'un d'entre eux. Elle pourrait lui décocher une balle, mais elle lui envoie un bouquet tricolore. D'Annunzio est effectivement le trouvère moderne du nationalisme italien, un trouvère ailé. Au cours du premier conflit mondial, les avions ne sont pas ce qu'ils deviendront au cours du second, étendant aveuglément des tapis de bombes sous lesquels s'amassent des décombres des villes et les cadavres des civils. Les pilotes se défient au-dessus des tranchées sous les yeux des soldats. C'est la spectacularisation de la guerre par excellence, avec les As, dont la célébrité dépasse le cercle restreint des armées. On publie et on admire les photos de ces héros de l'aviation, comme celles des stars du cinéma, qui n'en est lui aussi qu'à ses balbutiements. Manfred von Richthofen, dit le Baron Rouge, Georges Guynemer ou encore Francesco Baracca, autant de chevaliers du ciel qui trouvent tous la mort au cours de tournois aériens. Gabriele D'Annunzio la frôle lors d'un vol de reconnaissance sur Trieste en 1916. Un problème technique affecte l'hydravion dans lequel il a pris place, l'obligeant à effectuer un amérissage d'urgence. Son visage heurte violemment la proue, provoquant un décollement de la rétine, qu'il néglige de soigner. Il en sera quitte avec la perte de son œil droit. Plus qu'un fait de guerre, une cascade qui a mal tourné. D'Annunzio, héros de Cap et d'épée, n'a-t-il pas effectué ses débuts dans le monde des lettres en écrivant encore, adolescent, pour le journal littéraire Capitaine Fracassa? Il ne serait pas resté insensible au panache de scénarios qu'on aurait pu lui soumettre. Quant à la hâblerie, la gasconnade et les rondomontades nécessaires pour les interpréter, sa nature en est largement pourvue. Le commandante est avant tout comediante. Et quand il accorde une audience, ses visiteurs assistent à une véritable représentation. Les propos y sont soulignés d'un geste vif de la main, la tête est renversée en arrière pour les fixer d'un demi-sourire ou d'un regard mélancolique. Le discours est ponctué de pauses ou d'exclamations singulières, sorte de « nasal entre le soupir et le gloussement. Ces monologues ne sont jamais privés de théâtralité. D'Annunzio est d'une fois à l'autre Rodrigue, Iphigénie, Hippolyte et Atalia. Il est surtout Cyrano de Bergerac, sa merveilleuse façon faisant oublier à ceux qui l'écoutent sa disgrâce physique. Aux maigres concessions octroyées à l'Italie, les grandes nations de la conférence de la paix s'entendent répondre la tirade du non merci. Mais pour le principe, et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi, déclament les deux hommes, exécrant les compromis et assoiffés d'idéal. Il est d'ailleurs plus important de le poursuivre que de l'atteindre, ce qui les fait osciller constamment entre le pathétique et le sublime. L'oseur de Buscari et de Vienne est avant tout un poseur, qui campe des postures de matamore pour pétorer des droits du passé ou à venir. Mais c'est surtout un poète qui exalte le dépassement de soi et le sens du sacrifice, avant tout pour une cause. J'ai décidé d'être admirable en tout pour tout, confie Cyrano à Lebray. D'Annunzio le programme à la foule qui l'écoute. Il l'enjoint à suivre son exemple au fil des discours fleuves qui sont autant de tirades épiques ou d'odes poétiques. Comme le personnage de son ami Edmond Rostand d'Annunzio est un homme-parole, qui a besoin d'un auditoire, sur lequel affermir son emprise par les mots. Qu'ils soient insultants, menaçants ou envoûtants, ils sont autant de fleurets avec lesquels défier ses adversaires. Mais surtout une réalité banale et oppressante. On ne peut la vaincre qu'en la transcendant. Alors que la guerre est sur le point de s'achever, il confie au journaliste et écrivain français Marcel Boulanger « Comment, vous, qui vous dites mon ami, pouvez-vous souhaiter que je ne meure pas au feu en plein ciel? Quelle vieillesse me destinez-vous? Celle d'un homme de lettres à mitaine qui écrira des ouvrages, assis comme un rond de cuir à son bureau? Oh non, j'ai trop goûté à la vie hasardeuse et sublime de l'espace et du vent. J'ai trop joui du danger. J'ai trop besoin maintenant de tenter, d'oser. Voudriez-vous que je menace l'existence d'un commandant podagre qui signe des pièces? Action! Le divo a supplanté le dandy. Il en a toujours eu la première et principale des caractéristiques, jusqu'à l'excès. L'égotisme. Il a toutes les qualités et les défauts justifiant ce statut, offert à l'admiration ou au commérage de ses contemporains. Peu importe les légendes qui courent sur son compte, si elles permettent à la sienne de franchir les frontières. Il a compris que notre existence est constituée d'une toile grossière, aux teintes ternes. La seule solution pour échapper à la profonde torpeur qui nous saisit en contemplant ce vide est d'y étaler des couleurs vives, de moments d'exaltation et de grâce pour le combler. Bâtir une œuvre et la vivre est le seul moyen de ne pas succomber au désœuvrement.
Sa célébrité au moment de l'armistice de 1918 est à son zénith. Pour que les projecteurs braqués sur lui ne s'éteignent pas, il songe à de nouveaux épisodes à ajouter à la saga. Un moment, il caresse le projet d'entreprendre un périple aérien pour rallier Tokyo. Ce sera finalement Fiume. Le général Caviglia, qui le chassera de cette ville, le reconnaîtra devant le Sénat italien. On lui doit que le monde entier ait admis l'italianité de Fiume, car aucun homme n'était connu dans le monde comme l'était Gabriele D'Annunzio. Et il a porté à Fiume la renommée qui l'entoure. Et il a fait connaître au monde entier que Fiume était une ville italienne, ce que le monde avant ignorait. L'Impresa des Fiume est la première pièce dont il ne sera pas uniquement l'auteur, mais aussi la vedette, comme dans la pure tradition du théâtre classique. Elle respecte la loi d'unité d'action, de lieu et de temps. Son genre, une espèce de militarisme bolchevisant entre l'héroïque et le comique, selon le président du Conseil italien, Francesco Saverioniti. Elle commence comme un drame héroïque, se poursuit comme un opéra bouffe et s'achève comme une tragédie grecque. Mais c'est avant tout un tableau vivant. Cet instant au théâtre ou à l'opéra où les acteurs suspendent l'action pour laisser apprécier la situation. Une représentation figée exécutée par des professionnels, les soldats qui l'entourent, et des amateurs, la foule hétéroclite de ceux qui le rallient. Elle est vite donnée sur la scène de Fiume, baptisée la Cité de Vie, où le poète se fait l'interprète de leurs aspirations tout aussi disparates. 20 ans auparavant, c'est sur celle du théâtre de la Renaissance à Paris que Sarah Bernhardt déclamait des mots d'une de ses tragédies, La ville morte. Mon désir était sans limite vers l'immensité de la vie. Je sais à quoi tu rêves, pourquoi tu souffres et ce que tu attends. Il y a le bonheur sur la terre. Sur la tête de chacun pend l'heure du bonheur. Tu suis dévote ton frère qui vit dans les ruines et fouille les tombeaux. Mais tu ne peux pas renoncer à ton heure. Une force impétueuse s'est levée en toi, d'un trait, et il ne t'est plus possible de la réprimer. Même si tu arrivais à la trancher, ses racines rebourgeonneraient 1000 fois. C'est ce que ressent Gabriele D'Annunzio. Il vient de vivre son heure de gloire et un surplus de jeunesse pendant ses 3 ans au front. Quitter la scène signifie une dernière et irréversible tombée de rideau. Il fait tout pour rester le plus longtemps possible, offrir un bis à son public, et surtout à lui-même. Encore 5 minutes. Et là, il y a une petite citation du manifeste du futurisme qui dit « Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux, tels des serpents à la laine explosive. Une automobile rugissante qui a l'air de courir sur de la mitraille est plus belle que la victoire de Samothrace. » Manifeste du futurisme. Bon alors Kozak, sacré chapitre, hein, assez ouais, long. Sacré chapitre, il était un petit peu loin en effet. C'est un chapitre où on voit bien la personnalité de D'Annunzio, ça nous décrit bien le personnage, qui c'est, et là on commence un petit peu à installer le décor des événements de Fiume qui au final vont être assez rapides, assez courts, mais là on a une belle installation du décor, donc avec les premiers chapitres sur le momentum, sur à quel moment on est à la fin de la guerre, l'humiliation, etc. Et puis là, on a la présentation de l'acteur principal. D'Annunzio qui va parfaitement modeler, si je puis dire, cette ville de Fiume. Voilà, de par son caractère, de par son physique, ce qu'il dégage, ce qu'il essaie de représenter. Un peu du grand n'importe quoi, j'ai l'impression aussi. À propos de physique, putain, Olivier Tosseri, là, l'auteur, il mâche pas ses mots. Ah, j'avoue que des dents toutes noires. Il est petit, il a des chicots éclatés. Il a une calvasse. Il a une calvasse précoce. Il est tout petit, il dit même que c'est un poseur. Je savais même pas que cette expression, elle était aussi vieille. Ouais, alors là, c'est vrai que il en prend un peu pour son grade, ce cher D'Annunzio, mais c'est peut-être quelque part, en fait, pour ça qu'il est si fou et si original dans le fond. C'est pour compenser normalement. Il a trop à compenser. Ah ouais, à mon avis. Quand t'es moche comme ça et que t'aimes les femmes autant que D'Annunzio aime les femmes, à mon avis, tu dois y aller sur. Et d'ailleurs, au point de t'exiler en France pour éviter de trop baiser, quoi. Alors là. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il a trop baisé en Italie des femmes mariées. Ouais. Et du coup, il est parti à Paris. Sinon, il allait se faire fumer un jour ou l'autre. Ça, c'est dingue quand même. Donc clairement pas le physique de ses idées, ce cher D'Annunzio. Et d'ailleurs, j'avais lu, on a lu quelque chose de très intéressant, c'est qu'il a un petit côté, je dirais, antisocial.
il aime pas du tout, la foule et côtoyer des gens. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui le rebute. Et c'est complètement paradoxal par rapport à sa capacité à arguer la foule et à la rendre complètement folle, quoi, Ouais. complètement nationaliste. Je vois ce que tu veux dire. Après, pour moi, c'est peut-être pour ça. C'est de la psychologie de comptoir, hein, mais c'est peut-être pour ça qu'il s'est jamais mis éperdument dans le fascisme. Ouais. Ou dans le socialisme, parce que les deux ont un peu coexisté au moment de Fiume. Ça s'est entrecroisé, ouais. Et il s'est jamais laissé tenter par l'un ou l'autre. Et à mon avis, c'est parce que fondamentalement, il aime pas les gens. Il aime les belles histoires. Ouais. Il aime l'amour que les gens lui portent. Mais je pense qu'il aime pas les gens. Ouais, c'est une star pour de vrai, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. On peut le dire, hein, un mec qui veut se mettre au devant des projecteurs, être admiré, etc. Mais fondamentalement, peut-être il a pas d'amis et qu'il en veut pas, surtout. C'est ça. Mais pour autant, je trouve pas que c'est quelqu'un de cruel dans le fond. Non, je pense pas qu'il soit cruel. Mais pas du tout. Et on le voit d'ailleurs pendant la guerre. Je crois qu'il a jamais voulu tuer des gens, D'Annunzio. Et c'est prouvé par ses faits d'armes. Lui, c'est un acteur, quoi. C'est El Comandante? Non, c'est El Comandante, tu vois. Et ça, il l'a bien prouvé pendant ces 2 actions qui sont décrites dans le chapitre, où il balance des flyers à travers une ville, ou des bouteilles à la mer, pour dire fuck, je vous emmerde, mais regardez, c'est moi, c'est El Divo, je suis trop stylé, j'en ai rien à foutre de vous tuer, en fait. Donc c'est la classe, en fait. Vraiment, ouais, c'est stylé. Honnêtement, je l'ai dit souvent dans les 2 chapitres d'avant, dans l'introduction et le chapitre 1, mais après tout ça, comment est-ce qu'on peut pas admirer un mec pareil? Ouais, mais en plus je pense en effet qu'il n'a pas tué les gens par amour de son prochain, ou par détestation de la mort, ou par catholicisme, ou je sais pas. C'est vraiment juste parce que ça faisait pas partie du spectacle. Et que c'était encore mieux de pas. Après, il a tué des gens quand même. Ça va être salissant, flemme. Ça va nuire un peu à mon image. Il s'est battu quand même sur le front pendant des années, donc à mon avis il a quand même tué des gens, mais il en fait pas du tout le point d'orgue de son œuvre, quoi. C'était fait pour, c'est la guerre, mais pour autant... Il fait ça pour les caméras, mais il fait pas ça par méchanceté. Ouais, c'est ça. Il a pas son côté petit revanchard. Il a pas envie de tuer il déteste pas fondamentalement, les Autrichiens, en fait. Rien à voir. Et puis d'ailleurs, quand il conquiert Fiume, c'est dit dans l'intro, il y a pas un seul coup de feu qui est tiré. C'est vrai, donc... ça illustre bien le personnage, quoi. Ouais, c'est clair. Je m'étais dit aussi une chose, c'est que il a eu beaucoup de facettes dans sa vie. Ouais. Il a eu le dandy, il a eu le comandante, et après il a eu le commedia dell'arte, la commedia dell'arte, et il a eu quand même en gros on va dire le rôle de maire ou de président de Fiume. Est-ce que toutes ces facettes de sa vie, c'était lui qui jouait des rôles à chaque fois? Ou alors, est-ce que fondamentalement, il l'a voulu, tout ça, quoi? Est-ce que c'était vraiment profondément en lui, ancré en lui? Moi, quand tu lis ce qu'il a écrit, ouais, tu peux percevoir que il est sincère à chaque fois dans tout ce qu'il fait, tu vois. Ok. Donc c'est pas quelque chose qu'il a fait pour. Il y avait un vrai but, il y avait un vrai fond, quoi. D'Annunzio était pas juste là pour se faire mousser. Sinon il aurait fait son aller-retour au Japon en avion et ça aurait été un exploit. Oui. Mais à mon avis, en tout cas quand tu lis ses écrits, en ce moment je lis pas mal ses poèmes parce que on est en train d'écrire des chansons, donc on essaie de s'inspirer un peu de ce qu'il écrit parce qu'il écrit beaucoup sur la jeunesse, sur la vie, sur la vitalité, et c'est des thèmes qui nous passionnent. Et donc pour revenir à ça, en effet, tu vois que le mec il est sincère. Et c'est ce qui est dit dans le chapitre, c'est que tout le monde se fout de sa gueule. Ok, il est ridicule. Ok, il a des sales chicots. Il a une énorme calvasse et tout, mais c'est un mec qui est sincère au fond de lui et il arrive à transcender sa laideur physique. Ouais, et son côté ridicule. En fait. Ouais, bien sûr. Par cette espèce d'honnêteté presque candide, tu vois, presque enfantine. Je dirais même qu'il met, tu vois, toute sa libido en fait là-dedans. Mais c'est vrai, hein. Tu sais,
pendant la guerre, et je suis pas sûr que D'Annunzio Mais si, il rentrait dans son palais pour voir ses maîtresses, à chaque fois dans un palais différent. Il était bizarrement logé à chaque fois gratuitement. Je veux pas faire de spéculation sur la sexualité de D'Annunzio, mais à mon avis, je pense qu'il donnait tout à son œuvre. Mais vraiment, tu vois. Quitte à délaisser ses maîtresses, etc. J'en suis sûr, vraiment. Ouais, je partirai pas forcément là-dessus. Après, quand tu vois que quand on raconte un petit peu, quand on lit la biographie de Mussolini, il est dit que il baisait 3 fois par jour avec 3 femmes différentes. Ouais, c'est vrai. Je peux peut-être croire à ton opinion sur la sexualité de D'Annunzio. Une autre chose, et je vais faire un petit parallèle, au chapitre, au deuxième podcast qu'on a fait sur le commandement militaire italien. Ouais. Et la capacité des Italiens à faire la guerre, n'importe comment. L'incapacité. Enfin, je veux dire, D'Annunzio, tout acteur qu'il est, tout Divo, tout Vaté, tout ce que tu veux, etc. Ils l'ont quand même laissé faire n'importe quoi. C'est ça le truc, en fait, c'est que D'Annunzio avait carte blanche pour faire nimp. Juste parce que les officiers trouvaient ça stylé. Ouais, ça, je suis désolé, mais... Et même les hommes trouvaient ça stylé. Et d'ailleurs, après la guerre, ils ont continué à le suivre. Parce qu'ils ont dit, ouais, bon, qui c'est qu'on va suivre? Au début, tu sais, au moment où il y a Fiume, tu l'as vu, la série M, le fils du siècle. Bien sûr, ouais. M, il figlio de secolo. Il est disponible en streaming sur certains sites. Je vous invite d'ailleurs à le pirater parce que c'est une série qui a été écrite par des sales antifas de merde. Ah oui, c'est vrai ça. Et donc il faut bien la pirater et reprendre tout ce qu'on a à reprendre dans cette série. Pas un seul sou à ces gens. Mais dans la série, il montre bien au début, tu sais, à l'épisode 1 ou à l'épisode 2, que Mussolini, ça lui casse un peu les couilles Fiume parce que lui, il essaye de lancer des trucs sérieux, essaye de lancer les faisceaux de combat dans son pied, hein, clairement. Et les Arditi, ils hésitent un peu entre est-ce qu'on suit Mussolini pour faire des trucs sérieux ou est-ce qu'on va avec D'Annunzio pour partir à l'aventure, tu vois. Bon, au final, ce qui s'est passé, c'est que certains sont partis avec D'Annunzio, mais ils sont après Mais surtout Mussolini, il a bien attendu la fin de Fiume pour vraiment lancer des trucs sérieux. Et c'est ça. En fait, dans tous les cas, après Fiume, les Arditi, certains, en tout cas ceux qui avaient suivi D'Annunzio, la plupart sont revenus avec Mussolini. Ouais, dans les faisceaux de combat. Mais donc là-dessus, il y avait pas trop de soucis. Et pour moi, ça illustre bien le délire des Rital. Qui c'est qu'on va suivre Le plus sérieux surtout pas. Surtout pas. Vraiment. Le mec, il veut faire de la vraie politique et tout. Ah non, quand même pas. Oh, il est chiant lui. Vas-y. Qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre le moche qui dit n'importe quoi. Qui dit n'importe quoi, mais qui a la classe. Ouais. Et qui a eu des couilles quand même, donc c'est ça qu'on va faire. J'ai l'impression que c'est très respecté le fait d'avoir des couilles. Chez les Italiens, en tout cas, c'est clair. Donc je trouve ça très marrant, vraiment, ce côté balécouillisme, mais de toutes les strates, en fait, de l'Italie, que ce soit dans l'armée, la politique, ou même dans la vie civile et publique, quoi. J'adore, en fait, je trouve ça... c'est très romantique. C'est un esprit qui est génial. Et pour moi, Fiume n'aurait jamais pu être faite, enfin, l'épopée de Fiume n'aurait jamais pu être réalisée par un autre peuple que le peuple italien, tu vois. Imaginez les Allemands. Non. Ils sont trop chiants, ces gens-là. Désolé pour les Allemands, mais... Et je voulais revenir sur ce que, dans le chapitre, on parle de Sarah Bernhardt. Qui est une immense artiste française ultra connue. La plus grande comédienne française du 19e siècle, a priori. Du 20e, ouais. Du 20e, pardon. C'est à cheval sur les deux, 19e, 20e. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a une maison Sarah Bernhardt à Belle-Île-en-Mer. C'est ça. C'est sa maison en fait à elle. Avec Alfie, on se balade pas mal en Bretagne. Et on a notamment été faire un tour à Belle-Île. Et c'est vrai elle est pas mal foutue sa maison, mais par contre ça ressemble à une espèce une horreur de bunker. Ah oui. Je sais pas si c'était une femme très joviale. Je crois qu'elle a eu une vie compliquée. Mais par contre, ce qu'on a retenu, c'est sa devise. C'est quand même. C'est quand même. Et c'est vrai que cette devise fait un peu écho à l'italianité. Et un peu, allez, on y va, quoi. Quand même, on s'en fout. On s'en fout, pourquoi pas. C'est ça, et c'est vrai que ça peut avoir des airs de D'Annunzio, et d'ailleurs, elle cite des vers de D'Annunzio sur scène à Paris, parce qu'elle a joué plusieurs de ses pièces.
Et cette partie-là, elle est vraiment jolie et je pense que je vais vous la relire. Ça parle de la vitalité, quoi. Donc, mon désir était sans limite vers l'immensité de la vie. Je sais à quoi tu rêves, pourquoi tu souffres et ce que tu attends. Il y a le bonheur sur la terre. Sur la tête de chacun pend l'heure du bonheur. Tu suis dévote ton frère qui vit dans les ruines et fouille les tombeaux, mais tu ne peux pas renoncer à ton heure. Une force impétueuse s'est levée en toi, d'un trait, et il n'est plus possible de la réprimer. Même si tu es arrivé à la trancher, ses racines rebourgeonneraient 1000 fois. C'est incroyable et c'est incroyable. C'est tellement ce qu'on pense et c'est tellement. Si tu veux, cette citation, elle est parfaite parce que c'est la brucia, c'est la giovinencia. Ouais. C'est même les vieux, les gens qui n'ont plus d'espoir. Et il y a forcément un moment dans leur vie quelque chose qui va ça pète, quoi. Ça va leur reparler, ils vont reprendre du poil de la bête, retrouver un sens à leur vie, etc. Nous, de toute façon, dans notre militantisme, c'est ce qu'on reproche un petit peu au monde moderne, sans vouloir se mettre en opposition au monde et vouloir jouer aux moines, mais et faire les vieux cons, clairement. Mais en effet, on parle souvent de zoomers. Ouais. Et de zoomer tous ces jeunes ou même les moins jeunes, qui font que de scroller toute la journée. Le discours de con. Ouais, mais non, mais relativement, c'est un peu le plan qui est fait pour nous. Voilà. C'est scroller toute la journée, se branler 3 fois par jour, pas parler aux femmes. C'est ça. Ou alors dans une sexualité débridée un peu horrible, et un peu déshumanisante, quoi. Alors que je veux dire, là, c'est un peu l'appel au projet, l'appel à quelque bâtir, chose, à peu importe, ouais. Que ça soit de la musique, de la chanson, j'en sais rien. La politique, s'intéresser à la vie de la cité, s'intéresser à la vie de la cité, c'est quand même la base pour moi. C'est clair. Militer, ça peut aussi donner un sens à ta vie. Alors il faut pas que tu viennes pour trouver un sens à ta vie, non. Mais le fait de militer, ça peut te donner un cadre et ça peut te permettre de trouver ce sens-là. En effet, je trouve que c'est une jolie citation qu'on pourrait réutiliser nous dans d'autres cadres et je trouve que ça fait bien le lien entre Sarah Bernard et D'Annunzio et ça illustre bien ce chapitre. Voilà, le mot de la fin. Ouais. C'est un chapitre qui parle de D'Annunzio, qui le décrit comme un pauvre type un peu dont on aurait presque un peu pitié, mais qui au final est d'une sincérité et quand même d'une dextérité avec les mots absolument énorme. Du coup, finalement, très belle citation. Je dirais même peut-être la meilleure que j'ai entendue pour l'instant dans ce livre. Et ça représente un peu ce qu'est D'Annunzio, cette tendresse, parfois même cette pitié qu'on pourrait avoir de lui, de par son apparence physique, de par son ridicule. Mais au final, ça nous représente également nous en tant que militants. C'est-à-dire que on n'est pas obligé d'être magnifique, d'être le plus beau, le mieux sapé. Si, on est obligé en vrai. On essaye. On fait de toute façon ce qu'on peut. Mais justement, l'intérêt, c'est que ça montre qu'il faut juste y aller, il faut juste essayer de venir, avoir l'audace, le courage, et faire. Et qui ose gagne. Et qui ose gagne. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce 3e épisode. Ce long chapitre, ce long podcast. Ouais, il était long. En tout cas, on est très content du début, du lancement un peu de ce podcast. On a eu quand même pas mal de retours. Merci à tous ceux qui ont repartagé. J'ai vu dans leur story, donc je vais pas vous citer, mais merci. Et on est preneur de vos critiques et de vos retours. Donc, si jamais vous avez des trucs à dire. Et voilà, faut pas hésiter à mettre des commentaires où que ce soit, directement sur Spotify ou sur Instagram, même sur YouTube. C'est ça. On a une page Insta, donc n'hésitez pas même à nous envoyer si jamais vous avez des retours un peu plus longs à faire. Des critiques constructives, ce genre de choses. On est très preneurs. Voilà. Il faut que le podcast s'améliore dans tous les cas. Voilà. Bon, merci beaucoup et à la semaine prochaine.